Bonjour, monsieur Camara. Bonjour, bonjour Mamadouri, bonjour Amirador. Bienvenue encore une fois dans Mirador, Talibé Bari. Pour un peu coller à l'actualité, peut-être qu'on va vous prendre au pied levé. Quelle lecture faites-vous de cette polémique autour de la résidence du Premier ministre qui a fait l'objet, à la demande du Premier ministre, d'une entente directe? Que dit la loi et c'est quoi justement, parce que certains reprochent au Premier ministre d'avoir privilégié cette entente directe alors qu'il n'y avait pas urgence à le faire? Je vous remercie de l'invitation faite pour coller. Je pense que Emmanuel a fait un bon résumé là-dessus. Les textes qui gouvernent les dépenses de l'État sont le règlement général de la gestion budgétaire et de la comptabilité publique, il y a un manuel de gestion des dépenses publiques, d'exécution des dépenses publiques. Pour ce qui concerne la procédure normale, il y a face à côté de cette procédure normale, une procédure dérogatoire. Le gré à gré est une procédure dérogatoire qui est consacrée. Ça peut être l'urgence, ça peut être le secret. Le secret, les forces de défense et de sécurité, par exemple, vous allez les exempter de passer... Le marché public qui fournit telle chose à la défense, à la sécurité. Les secteurs de souveraineté, la présidence de la République, la primature, certaines institutions constitutionnelles sont dispensées de certaines publicités légales. Parce que la publicité d'un marché est consacrée par la loi. Mais on peut ne pas le faire pour des raisons que je viens d'évoquer. L'autre chose, maintenant, quand c'est fait, puisque vous êtes sur le BND, il y a 3 sortes de lois. La loi de finances initiale, la loi de finances rectificative, la loi de règlement et de compte-rendu budgétaire. Bien. Dans la loi de compte-rendu budgétaire, le ministre des Finances peut, oui, autoriser, quand il autorise, à la prochaine session, c'est-à-dire lorsqu'il fait le compte-rendu budgétaire, il annexe à la loi ses motivations. C'est-à-dire, pourquoi il a accordé ça à la commission compétente. Il a accordé une dérogation. À la commission compétente du CNT. Et il en sera de même pour la Cour des comptes, qui vérifiera maintenant de la légalité. Si la Cour n'est pas d'accord, elle peut commanditer une contre-expertise. Parce que l'évaluation est faite par un bureau d'études, puisqu'il s'agit d'une construction. Et quand c'est haut, à ce titre, le maître d'œuvre de l'État, c'est l'ACGP, qui vérifie est-ce que les montants sont corrects au vu des travaux. Et qui doit délivrer un avis de conformité. De non-objection. Avis de non-objection. Ou d'objection. Est-ce qu'elle peut donner, je veux dire, un avis d'objection? Le marché est exorbitant, donc je m'arrête. Mais moi, la tradition, très naïve, en tant que profane, quoi. Tous les avis que j'ai vus, le plus souvent en tout cas, de l'ACGP, c'est que des anneaux. Il n'y a pas d'AO. Pourquoi? Il n'y a pas d'avis d'objection, toujours des anneaux. Ça veut dire que le dossier a été bien préparé, il est conforme aux exigences techniques et aux exigences financières. Bien. Est-ce que la notion de souveraineté, vous avez cité la présidence, la primature, est-ce que cette notion de souveraineté couvre également les résidences de ces responsables de l'État? Les personnalités qui animent les institutions constitutionnelles sont des personnalités à haute sécurité. Le président de la République, le Premier ministre, et même quand ils quittent leurs fonctions, ils doivent bénéficier de cette protection. Parce qu'ils gèrent le secret d'État, le Premier ministre et d'autres siègent au Conseil de défense. Et donc, ce sont des gens qui ils doivent être protégés. Je n'en dirai pas plus. Bien. Alors, on va continuer sur le bilan. Talibé. Alors, à l'ère du bilan des 2 ans de gestion du CNRD, on a souvent entendu les ministres de l'économie, du budget et même le porte-parole du gouvernement nous présenter une économie guinéenne en bonne santé au regard des statistiques macroéconomiques. Quel bilan vous pourriez donc projeter de la gestion du CNRD sur le plan économique en 2 ans de transition? 2 ans. D'accord, on va faire un tableau parallèle. J'en fais juste un petit rappel. 3 septembre 2021. L'Assemblée de la 9e législature vote le budget de la loi de finances rectificative 2021. 2 jours avant le coup d'État. 2 jours avant le coup d'État. Le ministre Ismaël Dioubaté dresse le tableau de l'économie guinéenne
à cet instant-là et les projections. Si vous prenez, on va prendre quelques grands indicateurs, le PIB. On a compté entre septembre 2021 et maintenant, on a continué à vendre plus de bauxite, plus de minerais. Évidemment que le PIB a augmenté sur la période. Si on prend l'inflation, l'inflation c'est les prix. Les prix relativement sont restés le même. Cela dit, il y a eu des efforts pour les contenir. Quand il y a Covid, qu'il y a eu les crises des conteneurs, l'approvisionnement en voie maritime a connu un renchérissement, les prix ont augmenté. Conséquence, l'État lui a dit j'abaisse les tarifs douaniers pour permettre que les prix soient vendus sur le marché guinéen à un prix abordable à la population. Donc ça, le riz par exemple, l'huile végétale et autres, il y a eu un accord avec, donc pour maintenir le prix. Les prix n'ont pas baissé. Hein. Le taux d'inflation a baissé parce qu'il y a eu l'indice qui permet de le calculer, l'IPCH, a été changé. La méthode de calcul a été changée par l'INS, qui l'a améliorée. Avant, c'était le panier qui concernait le Grand Conakry. Conakry, Koya, Dubreka. Bien. Maintenant, les capitales régionales, les prix sont prélevés dans les capitales régionales aussi. Donc, on a plus de 6 000 points de collecte et plus de 6 000 relevés sont faits quotidiennement pour connaître quels sont les prix sur les marchés. Ça a ramené de 8 à 12 points. Hein. Donc, si ce qui dit ça a baissé, quand ça baisse d'un quart, ça veut dire que les prix ont connu les mêmes tendances à la baisse. L'effort était que, quand je compare avec la Sierra Leone, là-bas, les prix ont augmenté, la monnaie a été fortement secouée. Donc, on a maîtrisé on a maîtrisé ça. Pour ce qui est de l'assainissement des finances publiques, la CRIEF et les autres, l'assainissement, on a eu d'abord CPIA, c'est une évaluation des institutions de gouvernance financière qui a bien noté la Guinée. On a vu la BAD qui notifie à la Guinée sa sortie des pays fragiles. Les pays fragiles, c'est tout ce qui peut remettre en cause les réformes que vous menez. Bien. À la fois, les institutions sont bonnes, est-ce que vous êtes résilient au choc extérieur? Et nous, on a montré une certaine résilience. Et la dernière en date, c'était de notifier à la Guinée, puisque le PIB a progressé, au vu du nombre de la population, on a obtenu notre reclassement vers les pays à revenus moyens, de revenus faibles à revenus moyens. Ça, ce sont là quelques acquis des succès de l'économie. Cependant, il y a des défis importants. Ça, c'est au plan macro, comme on le dit. Au plan macro. Des défis importants concernant, par exemple, ce qu'on appelle la mobilisation des ressources internes. Quand vous prenez le document de programmation budgétaire, vous voyez 2024-2026, vous êtes toujours à 12-13 en taux de pression fiscale. Cela dit, on n'a pas encore eu les clés pour prélever plus de ressources intérieures. Les futures créations de richesses ne produisent pas encore suffisamment d'impôts pour l'État. C'est ce que ça signifie. La production a augmenté, on vend plus de bauxite, ce qui rapporte. On vend plus de bauxite aujourd'hui, ce qui rapporte plus. Mais en termes d'imposition, on voit que le secteur minier, on connaît les limites avec les conventions. Et d'autres secteurs comme les télécoms, comme d'autres services, ne rapportent pas tout ce qu'ils devraient rapporter. Donc, ils ont eu du mal à créer d'autres poches de recettes pour l'État. Voilà. L'autre défi important qu'il y a là, c'est la redistribution des revenus. Quand tu dresses un tableau reluisant comme ça, il y a un vendeur à côté qui dit « Mais attends, Mohamed, tu déconnes. Moi, j'ai rien. Bon, cela, c'est parce que l'économie est désarticulée. Le secteur qui produit, par quel moyen le budget collectif peut parvenir à un citoyen lambda? Ailleurs, ça peut être une carte de sécurité sociale. Ça peut être, par exemple, vous faites partie d'une organisation de paysannerie et l'État finance les organisations paysannes à travers la Chambre d'agriculture. Comme ça, vous bénéficiez des aides de l'État. Et si vous n'êtes pas dans une corporation comme ça, une organisation comme cela, vous ne pouvez pas directement bénéficier
à moins que vous êtes vulnérable, vous êtes dans la base de données, par exemple, des organismes de l'État qui aident les populations vulnérables comme l'ANIES et qui, par transfert, peut vous atteindre, vous ne parvenez pas. Vous, ce que vous bénéficiez du revenu de l'État, par exemple, c'est les routes qu'on fait pour Donc les services publics. Les services publics qui sont faits et qui sont faits maintenant et qui profitent à tous. À tout le monde. Mais pour ce qui est de l'appui direct à la population, là, c'est toute une étude des chercheurs. Ils travaillent. J'ai un ami qui fait une thèse sur tout ce qu'on appelle modèle de stabilité et qui travaille dans ce sens-là. Bien. Vous évoquez à l'instant les défis qui s'imposent à la Guinée, mais malgré tout de même ces défis, le pays est passé de pays à revenus faibles à pays à revenus intermédiaires. Quelle perspective justement pour permettre à la Guinée de se stabiliser ou pourquoi pas de surpasser ce stade? Aujourd'hui, ce que je salue en plus, c'est qu'on opte un virage. On finance de plus en plus l'agriculture. Beaucoup de nos compatriotes sont dans ce secteur. Lorsque vous voulez maintenir la richesse dans le pays, il faut financer ce que font les gens. Vous les aidez dans ce qu'ils font. Et comme ils font l'agriculture, vous les aidez à avoir les semences, vous désenclavez leur zone de production, vous les aidez à avoir des engrais. À travers cela, ils s'autosuffisent. Ce qu'ils produisent leur suffit pour manger. Lorsqu'ils ont fini de manger, ils peuvent vendre le surplus. Ce surplus vendu-là, c'est qu'il faut, comme ils sont en train de le faire maintenant, rendre un peu l'agriculture sexy. Bien. Pour attirer plus de monde, puisque dans l'agriculture, ce n'est pas que le vivrière. On doit aussi permettre à ce que l'agriculture puisse produire des revenus pour les personnes qui les font. Bien. Donc, pour garder notre 1085 $ là, c'est simple. Le calcul est fait lorsque vous avez rapporté le PIB par notre nombre. Mais quand tu calcules l'indice de Gini de la Guinée, c'est la répartition de la richesse. Cet indice-là, il y a un écart important. Ceux qui ont l'argent sont en haut, ceux qui n'ont pas l'argent, il y a un fort écart entre ces gens. Donc un écart abyssal, voilà, et aucune classe moyenne existante déjà, et on n'a aucune perspective que cette classe moyenne va être créée comme en Côte d'Ivoire, comme au Ghana, comme au Sénégal. On en a fini justement, peut-être en 30 secondes, comment vous résumerez justement les performances économiques ou les contre-performances? Est-ce que c'est un bilan économique mitigé, négatif tout simplement ou positif globalement? Juste un qualificatif pour terminer. Un succès avec des défis. Bien, un succès avec des défis. On retient ça. Merci, messieurs Camara, d'être passés dans cette émission. On va prolonger ça dans notre émission thématique consacrée à l'économie, bien sûr. Il continuera à venir faire le bilan dans les moindres détails, bien entendu. Une petite virgule pour prendre un autre invité.